S'il y a un risque systémique sur Binance, ils ont 60-70% de la part de marché aujourd'hui. Donc ça serait dramatique pour l'industrie. J'ai visité il y a 2 ans les locaux de Ledger à Vierzon. Ils ont des appels tous les jours de gens qui ont perdu leurs clés privées, ces fameux 24 mots qui permettent de retrouver la souveraineté sur ces monnaies et qui sont affolés. Ils ont perdu entre 50, 100, 200, 300 000 euros. Mais le service client de Ledger, désolé. On ne peut pas le retrouver, c'est le principe, on n'a pas accès à vos fonds. Et on voit des signes que Ethereum est en train de conquérir un marché phénoménal. Il a changé de manière de se sécuriser, d'algorithme. En septembre dernier, encore une fois, Ethereum, aujourd'hui, c'est une vingtaine de transactions par seconde, on va dire. Visa, c'est des dizaines de milliers, donc si on veut concurrencer ces systèmes de paiement, il va falloir un peu d'effort. Une phrase qui était amusante de Mark Zeller, qui est cofondateur de AAV, qui disait justement, si vous êtes optimiste dans la vie, achetez de l'Ethereum parce qu'on va construire plein de trucs. Et si vous êtes pessimiste et qu'il faut se cacher dans un bunker, achetez du Bitcoin. Bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Le Bitcoin vient de passer les 30 000 $. Du coup, on s'est dit que c'était l'heure de reparler de crypto. Et pour le coup, j'ai invité Valentin Demey, un expert du sujet. Salut Valentin. Salut Mounir. Valentin, tu es cofondateur de Cube3 et associé Cryptost. Donc ça fait un moment que tu évolues dans l'écosystème. On est plutôt dans un bon mood aujourd'hui là. Ouais, ça fait plaisir de retrouver un peu de verre, mais j'ose espérer que s'il était à 15 000, tu aurais quand même fait ce podcast, Mounir, parce que c'est pas le prix qui nous intéresse, c'est la tech. Exactement, on est là pour le projet, tu fais bien de le rappeler. Toujours. On est quand même monté très haut et redescendu très bas. Je pense que ça refroidit pas mal le monde, là, cette histoire. Ça a toujours été le problème des actifs numériques dans leur globalité, particulièrement Bitcoin où on voit faire les montagnes russes. Après, on a coutume de dire, plus le temps passe, plus il y a de poids dans cet écosystème, moins le Bitcoin fait des gros sauts comme ça. Mais c'est vrai qu'il est passé, comme tu disais, de 60 000 un peu plus jusqu'à 15 000. Maintenant, on est à 30. Oui, c'est le yo-yo, mais on va voir pourquoi. Il y a pas mal d'explications là-dessus. Cela étant, ça reste quand même une classe d'actifs assez performante. Et quand on dézoome un peu et qu'on a moins le stress de ces variations, ça reste quand même sympa comme écosystème. Ouais. Et on dit souvent que c'est pendant les bear markets qu'on construit les projets. Du coup, chez Cube3, c'est ce que vous faites. Vous voulez incuber les projets en fait, qui vont peut-être devenir les bitcoins de demain. Oui, exactement. Alors, Bitcoin de demain, je suis pas sûr de vouloir ça. En toute évident, non, mais effectivement, tu as raison. Effectivement, pourquoi on dit que c'est dans le bear market ? Parce qu'il y a moins la pression du quotidien. Les communautés sont moins demandeuses aussi de ces projets-là. C'est la still phase, on reste plus tranquille et on reste entre nous. Donc, on a plus l'occasion, au lieu d'aller faire la fête avec ce qu'on a gagné dans le bull market, de concentrer les efforts et ça donne ses fruits. Donc, effectivement, Cube3 a pour objectif, dès la rentrée, d'être le plus important incubateur Web3 d'Europe, près de 1000 m² dans le centre-ville d'Angers, ma ville de cœur, et effectivement accompagner des projets dans la finance décentralisée, dans les NFT, dans le métavers, pour donner sa chance à la France, qui est déjà très bien placée dans le Web3, de continuer sa course et de briller sur cet écosystème qui est mondial et européen demain déjà, grâce à une réglementation commune. Ouais. Mondial, mais quand même un peu moins américain en ce moment. On a vu la SEC, qui est le gendarme boursier américain, vraiment attaquer frontalement Binance, Coinbase. Oui. C'est chaud quand même pour eux là. C'est chaud ce qui se passe et en même temps, c'était pas imprévisible. Ça fait un moment effectivement que, en gros, tout le débat qui se joue sous nos yeux, et ça fait mal effectivement de le voir se jouer de cette manière-là, c'est en fait comment on qualifie les actifs numériques. Qui prend aux États-Unis, parce qu'encore une fois, en Europe, on a déjà tranché là-dessus, c'est le fameux règlement MiCA. On dira peut-être quelques mots après, mais les États-Unis ne savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est une security ? Est-ce que c'est pas une security ? Est-ce que c'est une commodity ? Security, c'est quoi ? En fait, c'est la manière dont on classifie ce genre d'actifs. Donc, est-ce que c'est une matière première ? Ou est-ce que c'est pas une matière première ? Donc, est-ce que c'est comme l'or ? Ou est-ce que ça doit être assimilé comme une action ? Du coup, si c'est comme une matière première, c'est la CFTC qui s'en occupe aux États-Unis. Si c'est pas ça, du coup, c'est la SEC, le gendarme boursier américain. Donc, en fait, c'est un truc de charabia juridique ultra complexe. Il y a eu, à l'époque, des gens assez d'accord pour dire que quand ça remplissait tel et tel critère, c'était bien une security. Et dans ce cas-là, effectivement, beaucoup de crypto-monnaies pourraient rentrer là-dedans. Mais c'est un combat permanent de dire maintenant, c'est désuet de choisir les critères comme ça. Donc, le vrai combat, c'est ça. Ce dont on sait, et on est sûr, parce que le président de la SEC l'a dit, c'est que Bitcoin n'est pas une security. Donc, au moins, tout le monde a l'air d'être d'accord là-dessus. Pour ce qui est des restes des crypto-monnaies, on ne sait pas comment les traiter. Donc, il y a un flou juridique monumental qui fait que maintenant, la SEC hausse le ton. Le point de bascule a été Coinbase, qui est la plus grosse plateforme d'échange de l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, qui est au Nasdaq coté, donc qui est très transparente. Donc qui était validée par la SEC quand même. Qui était validée par la SEC, exactement, qui a justement dit, bon, maintenant on a envie de faire plein de trucs, à chaque fois qu'on fait un truc, on reçoit des notices de la SEC qui nous disent d'arrêter ou qui nous mettent des amendes. On a épuisé notre stock d'amendes, maintenant il faut savoir, on veut bien être régulé, dites-nous comment être régulé, dites-nous à quelle sauce vous allez nous manger.
Et le président de la SEC, qui semble avoir fait un combat personnel de ce genre de sujet, n'a pas répondu. Donc ils ont été assignés au tribunal à répondre sous une dizaine de jours, il y a un mois. Ils ont répondu au bout de 10 jours. Bah, vous n'allez pas nous mettre la pression, on répondra quand on veut, les gars. Donc ça n'a pas facilité la discussion. Et ensuite, c'est retourné au tribunal qui les a assignés à répondre d'ici octobre. Et entre les deux, effectivement, parce qu'il semble y avoir un peu de combat personnel de la part du chairman de la SEC, Gary Gensler, eh bien, ils ont attaqué d'autres plateformes sous plein de versions différentes parce que des fois il y avait une crypto-monnaie qui était listée, qui était apparentée à une security, donc il aurait dû s'enregistrer à la SEC. C'est le cas notamment de Polygon Matic qui a perdu beaucoup parce que voilà, Robinhood l'a délisté comme d'autres crypto-monnaies par peur de se faire taper dessus. Et voilà, ça fait un combat. C'est pas simple pour les États-Unis, mais je pense que des accords vont être trouvés parce que c'est un marché qui est mondialisé. Et beaucoup font du pied à Coinbase ou Binance pour qu'ils viennent s'installer là-bas. Hong Kong lève beaucoup la main en ce moment, les Émirats Arabes Unis également, l'Europe. Donc je pense que les États-Unis vont retrouver un peu la raison et ça se passera mieux. On l'a vu déjà il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a des ETF Bitcoin qui commencent à surgir par-ci par-là. Il y a des banques américaines qui commencent à avoir des autorisations de garder des actifs numériques sous gestion. Il y en a qui crient un peu au complot. On tape sur les plateformes numériques pour laisser la place au système bancaire. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà, il y aura des accords de trouver, c'est certain. Mais en ce moment, ça souffle un peu. Ouais. Et tu disais justement, les gérants d'actifs, il y a quand même BlackRock qui a déposé une demande d'ETF Bitcoin, il me semble. Ouais, en spot. En spot, en custody chez Coinbase. Donc c'est quand même assez paradoxal. Ouais, exactement. J'ai vu une stat incroyable, c'est que BlackRock, je crois qu'ils ont déposé 500 demandes d'ETF ces derniers temps, ou je sais pas, ces dernières années. Il y en a une qui a été refusée. Donc ils ont quand même un ratio de win qui est énorme. Donc si eux n'y arrivent pas, parce que l'ETF Bitcoin, ça n'existe toujours pas en fait. L'ETF Bitcoin Spot, ça n'existe toujours pas. Il faut bien comprendre effectivement que là, c'est un game changer si BlackRock arrive à faire passer ça. D'autres se sont brûlés les ailes et n'ont pas effectivement eu les autorisations. Il y a eu des manipulations ou des petites tentatives avec justement des ETF Bitcoin sur du futures, donc ce n'était pas du tout la même chose. La différence étant que là, sans avoir du Bitcoin, on est vraiment indexé au prix exact du Bitcoin en permanence qui ne clôture jamais, donc il n'y a pas de contrat à terme et ce genre de choses. Donc ça serait vraiment game changer et c'est beaucoup plus facile de le mettre dans des produits d'épargne aux États-Unis et même dans le monde, hein, parce que BlackRock l'a fait. Dans la foulée, il y a eu 5 autres gros gestionnaires de fonds qui ont fait le même dépôt. Donc ça sera assez intéressant à suivre. Et effectivement, la subtilité qui risque de donner raison de nouveau à ce ratio positif, c'est que BlackRock fait la demande avec une petite subtilité de transparence très accrue avec les autorités de régulation, de copartage, pas de sécurité des fonds, mais vraiment d'opérationnalité en fait. Donc montrer vraiment patte blanche auprès du régulateur. Je pense qu'ils auront gain de cause et que justement ça réglera toute cette problématique des plateformes. Et ça forcera vraiment la SEC à trouver des réponses pour permettre à ces géants de proposer ce produit. Mais c'est vrai que le timing est un peu particulier, je te l'accorde. Parce que ça fait vraiment très ce que tu disais, en fait. On favorise les acteurs historiques et on est en train de détruire les acteurs qui finalement se sont construits un peu à la force du poignet, quoi, et qui sont sortis de nulle part. Coinbase, c'est une boîte qui a, je pense, qui a 11 ans. Ouais. Et c'était un peu l'acteur, c'était le chevalier blanc de la crypto pendant longtemps. Ils étaient quand même très, très propres. Là où d'autres étaient peut-être un peu moins regardants sur tout un tas de sujets. Ouais, mais c'est pour ça qu'effectivement, tu as raison de le préciser, Binance a été beaucoup attaqué par la SEC sur des sujets similaires à Coinbase, mais aussi sur des sujets qui lui sont propres, de problématiques de peut-être blanchiment d'argent à une époque, de problématiques peut-être de transfert de fonds entre des plateformes qui n'auraient pas dû avoir, d'argent des clients qui aurait peut-être été utilisé aussi à des fins non autorisées. Ce n'est pas prouvé. Hein. Pour l'instant, on a même eu il y a quelques heures une demande du tribunal qui dit à la SEC, est-ce que vous pouvez nous prouver où est-ce que ça en est et qu'est-ce qui vous a permis d'attaquer ça? Pas encore, mais ça va venir. Donc, on ne sait même pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça, c'est reproché à Binance. Ce qui est reproché à Coinbase, c'est vraiment la problématique dont je te parlais là tout à l'heure, et aussi de tout ce qui touche au staking. Tu sais, quand tu as des actifs numériques, tu peux aussi, si tu as 32 Ethers, par exemple, le mettre en staking pour jalonner tes crypto-monnaies, sécuriser le réseau et avoir une sorte de rente du coup en face, environ 4% aujourd'hui. Mais c'est quoi cette rente justement? Est-ce que du coup ça fait de ça une securities qui l'a émise à l'origine? Et le point de départ de tout ça, pour ceux qui sont dans l'écosystème des cryptos, ils s'en rappelleront, c'est l'attaque de la SEC contre la société Ripple et l'UXRP qui disait justement vous avez émis un titre non enregistré auprès de la SEC, nous vous attaquons. Ça fait 2-3 ans que ça traîne en justice. Il y a des rebondissements à peu près tous les mois. On se rend compte que ça va plus du côté de Ripple qui va gagner. Ah bah non, en fait, c'est la merde, c'est plutôt de la SEC. Quand ça sera tranché, on aura une meilleure visibilité sur le reste de la partie. Mais c'est ça qui est reproché beaucoup à Coinbase. En
fait, comment le staking, qu'est-ce que c'est? Et le reste, est-ce que vous aviez l'autorisation ou pas d'émettre ce genre d'actifs sur votre plateforme? Donc, à suivre. Mais oui, c'est en plus une entreprise qui est enregistrée en bourse, encore une fois, au Nasdaq. Donc, il n'y a pas plus transparent. Cela étant, sur les autres ETF, c'est des banques qui sont pareilles, sorties du bois. On a appris il y a quelques jours que par une filiale de Crédit Agricole, qui est l'une des banques les moins crypto-friendly, a déposé son PSAN et elle a obtenu. Donc désormais, ils peuvent faire de la conservation de crypto pour compte de clients. Ok. Ils peuvent aussi en détenir du coup pour compte de tiers. Il y a la Deutsche Bank aussi, on a appris il y a quelques jours, qui a obtenu après de la BaFin le même statut. C'est encore plus dur à obtenir. Exactement, très dur on à connaît obtenir. la difficulté effectivement du côté allemand et la BaFin est La un peu rigueur. plus stricte désormais. Et effectivement, tout ça prouve que pourtant BlackRock a choisi Coinbase Custody pour faire la garde de ses cryptos de son futur ETF. Donc il y a quand même un bridge assez intéressant à voir, mais il y a évidemment cette confrontation entre le monde bancaire qui se dit ok, dernier sondage KPMG Adam Ipsos, 10% des Français détiennent des actifs numériques. On a perdu le débat de c'est la monnaie du blanchiment d'argent, tout le monde en a maintenant. Alors comment on se positionne? Est-ce qu'on fait définitivement la guerre à quelque chose sur lequel on a peut-être déjà perdu sur l'adoption, ou est-ce que maintenant on s'en sert pour faire quelque chose de concret? Et ce qu'ils savent faire le mieux, c'est effectivement de la garde d'actifs numériques. Donc, ils se positionnent tous dessus. L'étape d'après étant probablement de choisir des courtiers pour distribuer la vente de ces actifs numériques, en plus de les garder, et d'intégrer les actifs numériques et les crypto-monnaies dans le paysage de demain. C'est quand même leur métier historique. Enfin, Crédit Agricole Titres, c'est un des plus gros dépositaires français et européens. Donc, c'est assez naturel finalement de venir à ce business-là. Ouais, mais on avait quand même son directeur général, Philippe Brassac, qui me disait il y a quelques années, Bitcoin sera à zéro. Je crois que la prédiction est périmée de quelques mois parce que c'était en avril dernier. Effectivement, Bitcoin n'est pas allé à zéro. En parallèle de ça, c'était même les banques américaines qui faisaient défaut. Donc, c'était assez un timing assez curieux dans la mauvaise projection. Mais en tout cas, oui, le Crédit Agricole n'était pas forcément celui qui était le plus apte à déposer par sa filiale cette demande. On a d'autres banques, hein. Il y a même AXA IM qui gère énormément d'actifs sous gestion, qui a le PSAN et qui a pareil le même objectif. Donc, pendant un moment, il y a encore quelques mois, on se demandait vraiment qu'est-ce qui nous arrive. Est-ce que vraiment, tu avais les Bitcoin maximalistes qui étaient toujours persuadés qu'il n'y aurait pas de sujet et que les actifs numériques ne seraient jamais morts, avec les cryptos non plus, pour répondre à ta question d'origine. Mais quand même, on se regardait tous en chien de faïence. Bon, quelle est la prochaine étape? Est-ce que la régulation ne va pas être trop chiante? Elle est fatidique. En Europe, elle est plus claire qu'aux États-Unis. Il y a des combats personnels aux States, mais on se dit, en fait, une semaine ou deux après qu'il y a eu des grosses tempêtes, des ETF qui sortent des plus gros gestionnaires d'actifs au monde donnent quand même un indice sur le positionnement de chaque pays. Et encore une fois, on parle aussi de puissance énorme. Ça serait dommage pour les États-Unis de perdre des fleurons d'une industrie aussi énorme que celle des actifs numériques en termes d'emploi ou de rupture de fonctionnement aussi dans le système bancaire et d'échange d'argent, et de les voir partir, ces entreprises et ces fleurons et ces cerveaux. Chez nous, peut-être. Ouais, chez nous, mais même dans la puissance étrangère qui est en train de faire guerre d'affront avec les États-Unis, qui est l'Asie, Ouais. et de les voir partir là-bas. Ça serait, dans le syndrome de la guerre économique, la plus bête et primaire des bêtises. Je pense qu'ils sont un peu plus intelligents que ça et qu'il y a des timings et des calendriers qu'on n'a pas en tête, mais qu'in fine, tout rentrera dans l'ordre. Petite pause pour vous parler de Finari, la plateforme que j'ai développée. Finari, c'est quoi? C'est le meilleur moyen de centraliser son patrimoine pour tout avoir au même endroit. Donc, exit l'Excel. Maintenant, vous pouvez connecter plus de 20 000 banques, des plateformes d'investissement, ajouter votre immobilier, vos emprunts, vos cryptos. Vous avez tout au même endroit. Vous avez votre calcul de performance qui est automatisé. Et en plus, vous avez des insights qui vous permettent de débusquer les frais cachés, de voir votre exposition géographique, de suivre vos dividendes et plein d'autres choses. Du coup, à l'occasion de ce talk, je vous propose un code promo pour bénéficier de Finari Plus, qui est notre offre premium. Il faut savoir que Finari, notre business model, il est hyper simple. Pas de pub, pas de vente de données, un abonnement Finari Plus. Donc, je vous offre 20% avec le code FinariTalk20. À très vite. Et je voulais revenir sur un point sur Binance que tu as évoqué. Binance est donc plutôt en difficulté aux États-Unis. Binance est aussi enregistré en France auprès de l'AMF. Ils sont enregistrés dans d'autres pays. C'est quoi le risque aujourd'hui concrètement que Binance tombe? Est-ce que déjà c'est un risque et c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le marché? Binance, c'est la première plateforme d'échange au monde. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais Coinbase en fait partie. Binance, c'est la première. Ils ont perdu du terrain aux États-Unis parce qu'il faut bien voir que les marchés sont segmentés. Donc, il y a souvent Binance US, comme il y avait FTX US à l'époque. Ce n'est pas les mêmes juridictions, donc c'est des plateformes différentes. Binance US s'est fait déglinguer en termes de volume. Ils sont passés en quelques mois de 12-15% de part de marché à 2-3%, justement à cause des attaques de la SEC. Et les gens se sont déportés un peu sur Coinbase.
En France, effectivement, ils ont le statut PSAN, enregistrement PSAN. Donc, Mm. ils ont une partie du tampon de l'AMF et donc à savoir quand même que ce tampon de l'AMF ne va pas regarder comment les fonds sont sécurisés ou ce genre de choses. L'enregistrement PSAN, c'est vraiment le premier niveau de cette fusée à 2 étages avec enregistrement agrément. On va progressivement vers l'agrément dans toute l'Europe, c'est le fameux règlement MiCA dans les prochaines années, mais c'était quelque chose qui était vraiment imaginé et construit comme étant progressif pour ne pas tuer cette industrie. C'était l'un des talents de la France, justement, qui a inspiré justement le règlement européen il y a quelques mois qui rentre en activité en 2024 pour être très précis. Mais donc ça sécurise surtout la première partie et surtout c'est de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme là où on est sur l'enregistrement PSAN. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un scénario FTX-like avec ce qui se passe aux États-Unis et les attaques qui s'y trouvent. Donc, est-ce que risque systémique pour Binance? A priori, non. Par contre, s'il y a un risque systémique sur Binance, ils ont 60-70% de la part de marché aujourd'hui. Donc, ça serait dramatique pour l'industrie. Encore une fois, les bitcoins maximalistes diront c'est très bien que Binance tombe, Bitcoin continuera de tourner, on verra que c'était du shitcoin, que ça ne servait à rien et qu'il fallait avoir du Bitcoin et qu'il y a ça à faire. Cela étant, d'un point de vue systémique, ça fera très mal. Mais encore une fois, là, ce qui est reproché à Binance, c'est de la mauvaise gestion d'entreprise. C'est d'avoir fait des trucs sans autorisation côté États-Unis. Ils ont eu une perquisition en France il y a quelques semaines qui est sortie effectivement dans la presse et qui a fait un petit peu peur sur. C'est encore une fois la même problématique, c'est du blanchiment ou de la mauvaise gestion. On verra ce que sort l'enquête. Et puis surtout, ils avaient utilisé sans avoir le PSAN des canaux de publicité, ce qui était interdit puisque le PSAN permet justement de cibler le public français et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas cibler le public français. Donc effectivement, ils sont aussi sous le fait d'une enquête. Mais ça ne touche pas, en tout cas ces 2 points aujourd'hui reprochés ne touchent pas de manière systémique cette plateforme. Et donc il ne semble pas y avoir de problème de fond à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses que c'est encore raisonnable en fait de garder ces fonds sur une plateforme justement quand on sait que quasiment toutes ont été attaquées et que elles sont toutes plus ou moins en procès avec un régulateur dans un pays quel qu'il soit? En fait, il y a tellement de juridictions qu'il y a forcément quelque chose qu'on reproche à quelqu'un, mais c'est ça dans toutes les industries. C'est-à-dire que nous, moi en tout cas, plus focus sur le marché des actifs numériques et du Web3, donc c'est ce qu'on connaît le mieux, mais en permanence, il y a des amendes qui tombent dans tout le monde sur n'importe quel domaine d'expertise, n'importe où dans le monde. Et c'est très bien justement parce que c'est comme ça que se fait la régulation entre les pays et les juridictions. Donc la question, elle est plus pertinente d'un point de vue philosophique. Quand on a des actifs numériques, des crypto-monnaies, c'est pour reprendre la possession sur sa monnaie justement et sur ses actifs. Donc avoir des cryptos dans lesquels on peut vraiment détenir sa clé privée et rester souverain de celle-ci, c'est la volonté première de Satoshi Nakamoto qui a créé Bitcoin en 2008 et de toute la vibe des cypherpunks qui ont imaginé justement reprendre le pouvoir sur la monnaie. Donc le laisser sur une plateforme, c'est à peu près équivalent à laisser sur son compte bancaire avec des risques de faillite potentiels, chose encore une fois pour laquelle Bitcoin a été construit pour éviter les faillites. Maintenant, encore une fois, on parle d'adoption monstrueuse aujourd'hui. Le dernier sondage en France, c'est 10% des Français qui détiennent des actifs numériques et la détention moyenne, c'est 5 000 euros. Donc oui, achetons une Ledger, oui, ayez des Piper Wallet pour les plus frileux. Cela étant, encore une fois, on voit même Ledger faire entre guillemets le chemin inverse en proposant à ses clients de détenir une partie de la phrase secrète dans plusieurs endroits pour que si vous les perdez, ces clés, vous appelez Ledger et ils vous les retrouvent avec une vérification d'identité. Moi, j'ai visité il y a 2 ans les locaux de Ledger à Vierzon avant que cette option existe. Ils ont des appels tous les jours de gens qui ont perdu leurs clés privées, ces fameux 24 mots qui permettent de retrouver la souveraineté sur ces monnaies et qui sont affolés. Ils ont perdu entre 50, 100, 200, 300 000 euros. Mais le service client de Ledger, désolé, on ne peut pas le retrouver. C'est le principe. On n'a pas accès à vos fonds. Binance, vous avez perdu votre code, vous écrivez à Binance et vous retrouvez votre code. La contrepartie, c'est que peut-être, effectivement, il y a des risques de faillite sur certaines des plateformes. On l'aurait fait ce podcast il y a 1 an, je t'aurais dit oui, c'était Mt. Gox, le dernier gros hack et tout. Maintenant, c'est FTX et ça a fait suffisamment de bruit pour pas qu'on revienne en détail dessus. Il y a des risques. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui le fait pour la philosophie, oui, achetez un hardware wallet, oui, prenez un paper wallet, gardez vos clés privées. Mais si c'est censé être un moyen de paiement permanent, on va forcément aller sur du gardiennage de crypto. Et que si les banques le font, elles auront peut-être des ratios similaires. Le président de la Fed, Jerome Powell, nous disait il y a quelques jours, justement que les stablecoins et les actifs numériques commençaient vraiment à être une classe d'actifs à part entière qui a su s'imposer aux États-Unis et que les stablecoins, ces fameux tokens qui suivent le prix du dollar ou de l'euro, sont aussi quelque chose de très sérieux là-bas et qui sont assimilables à une monnaie. Donc, on entend bien la petite musique gentiment monter de la réglementation qui va être très stricte là-bas et peut-être que ça protégera de certaines de ces arnaques. Mais oui, en gros,
si vous êtes vraiment philosophiquement proche de cette envie-là, achetez une ou un ledger ou un paper wallet, mettez vos 24 mots dans un coin et gardez-les. Mais ça, vous ne pourrez jamais faire de ça un wallet pour acheter votre baguette de pain tous les 4 matins, c'est sûr. Il y aura un juste milieu. Le compte courant et le compte épargne, si on veut, quoi. Faudra choisir. Ou alors, ouais, la ledger avec 100 000 balles dans le coffre-fort et puis 2-3 000 euros de compte courant sur une plateforme d'échange, et ça sera sans doute le bon compromis. Mais on ne peut pas rayer la plateforme d'échange, on ne peut pas rayer les wallets sur téléphone. Sinon, ça veut dire qu'on est tous d'accord pour dire que Bitcoin ne sera jamais un moyen de paiement. Alors que c'est ce que certains veulent. Et je pense c'est ce que veulent les maximalistes. Ouais, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Encore une fois, sur des pays où il y a de l'inflation, c'est super. Avec certaines couches comme le Lightning Network, on se rend bien compte que oui, c'est très, très probablement une excellente idée de faire ça. Mais dans ce cas-là, ne dites pas qu'il faudra une ledger avec vos bitcoins à froid en permanence. Il y a un juste milieu. Mais si vous êtes là pour l'investissement, peut-être, oui, prenez une ledger. Et justement, l'investissement, on a repassé la barre des 30K. Comment toi tu vois le marché se développer là dans les mois et années à venir, et comment on peut se positionner par rapport à ça? Très clairement, le combat dont je te parlais tout à l'heure avec Ripple, le XRP, va sans doute trancher sur une partie des investissements à faire. On donnera peut-être raison aux Bitcoin maximalistes qui diront effectivement, on savait juste que Bitcoin n'était pas une security. Donc, c'est aussi pour ça que les ETF qui sont déposés sont des ETF Bitcoin, parce que c'est l'actif dont on sait qu'a priori, il n'y aura pas d'emmerde. Voilà, c'est ça. Le reste, des fois, on n'est pas sûr, et des fois, on est sûr dans la loi actuelle que c'est une security. Donc, le combat réglementaire aujourd'hui va donner le tempo du prochain marché. Parce que ça fait 2-3 cycles qu'on est justement dans un marché qui se structure, et que le prochain cycle se fera dans un marché structuré, qui aura subi des tempêtes énormes comme FTX. Il y en a eu d'autres avant, qui aura subi des grosses interrogations sur l'utilité philosophique et réelle des actifs numériques, qui aura su s'imposer de son propre effort comme étant quelque chose d'utile. D'ailleurs, là, on est en train, en gros, de quitter l'adolescence de ces actifs numériques pour rentrer dans la période d'adulte. Et au prochain tournant, il y a des contrôles. Tu vois, tu passes le permis, au bout d'un moment, tu as la voiture tout seul, et au bout d'un moment, tu te fais contrôler. Si tu es en règle, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est ça qu'on est en train de vivre. La période d'adolescence des actifs numériques se termine. On rentre dans l'âge adulte. Qui restera-t-il dans l'âge adulte? C'est les combats qui sont en train de se mener aujourd'hui. Mais comme les cas d'usage, ils sont réels, je pense que, oui, évidemment, Bitcoin, je ne vais pas me risquer à dire qu'il y aura un flippening un jour sur Bitcoin sur ce podcast. Je garde ça en one-one sans la micro. Mais oui, c'est sûr. Le flippening, c'est quoi Le flippening, c'est Bitcoin est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus capitalisée du marché. Et un jour, ça ne sera plus Bitcoin parce que les cas d'usage sur Bitcoin sont assez réduits. Alors, il y a des ordinals, il y a peut-être des NFT dans une certaine mesure sur Bitcoin qui peuvent apparaître et autres. Mais la vocation première de Bitcoin, c'est Mounir, je t'envoie un Bitcoin, n'importe où dans la planète, tu le reçois, et c'est une valeur refuge, et elle le fait très bien. Je ne vais pas faire de la finance décentralisée ou m'envoyer des NFT sur Bitcoin. Ça, c'est d'autres cryptos comme Ethereum. Les métavers, en gros, c'est sur Ethereum. Tous les usages, c'est Ethereum, et l'objectif de Bitcoin reste celui d'échanger de la valeur sans tiers de confiance partout dans le monde, et il le fait très bien depuis 2008-2009. Et chacun son rôle. Et donc, effectivement, on estime que si les cas d'usage augmentent, ça sera forcément sur Ethereum ou sur les autres cryptos, et donc, par définition, qu'il va y avoir un flippening. Bitcoin maximaliste disent qu'il n'y aura jamais de flippening, ce sera toujours Bitcoin le meilleur, voire même il n'y aura aucun cas d'usage qui va marcher, et vos autres cryptos vont mourir. Donc, à voir comment ça se passe. Mais ce qui est certain, c'est que tu vois, on voit des dynamiques très, très sérieuses se construire quand même sur les crypto-monnaies programmables comme Ethereum. Et on voit des signes que Ethereum est en train de conquérir un marché phénoménal. Déjà, il a changé de manière de se sécuriser, d'algorithme en septembre dernier. Et pour faire très simple, on a réduit de manière effective, ce n'est pas une promesse commerciale, de 99% l'activité et la consommation énergétique du réseau. C'est-à-dire qu'on consomme 99% de moins que son système précédent. C'est un thème plutôt important. C'est un thème important, effectivement, parce que toutes les notes ESG et tout sont données beaucoup plus facilement à ces investissements. Donc, on a le feu vert environnemental, et du coup, ça permet aussi de mesurer un peu l'activité du réseau. Et on est donc passé de faire tourner une machine de minage qui consomme, et ça ne veut pas dire que c'est une problématique, parce que ça aussi, et je partage la vision des bitcoiners maximalistes qui disent que Bitcoin peut aussi être un moteur de la transition écologique, parce que justement, quand on vient s'installer de manière logique dans des zones où l'électricité est abondante, qu'on ne sait pas stocker, qu'on finance des infrastructures renouvelables et qu'on mine du coup à peu cher, parce que c'est de l'électricité qu'on jetterait à la poubelle sinon, eh bien ça peut être financer les infrastructures de demain. Je partage cette vision. Cela étant, du coup, il n'y a pas de question sur Ethereum, ça consomme beaucoup moins maintenant, ça pose d'autres problèmes de manière de qui possède le réseau, comment est-ce qu'il n'est pas un peu plus centralisé. C'est un débat
un peu nul, enfin nul non, mais de très de passionné, quoi, qui n'est pas intéressant ici. Mais par contre, quand tu as 32 Ethers, du coup, tu peux jalonner et générer un rendement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on voit maintenant qu'en gros, il faut 1 heure pour sortir du réseau sur une sorte de file d'attente. Si tu as 32 Ethers et que tu veux sortir, en 1 heure, tu es sorti. Si tu as 32 Ethers et que tu veux rentrer, il te faut 50 jours pour attendre d'avoir fini la file d'attente et de pouvoir déposer tes 32 Ethers et de gagner environ 4-5%. Donc, c'est en train de vraiment remplacer beaucoup d'autres blockchains sur ce domaine de la programmabilité. Il y a de plus en plus d'usages sur la programmabilité, la finance décentralisée. Les NFT, on en a beaucoup parlé. Les métavers, on a vu d'ailleurs l'État mettre 150 millions d'euros du budget de la ministère de la Culture sur le milliard autorisé dans le cadre de France 2030 être mis dans les métavers pour faire en sorte que la France continue de briller. Donc, tu vois, c'est aussi des thématiques gouvernementales très fortes. Et ben, tout ça, c'est de la programmabilité. Tout ça, c'est sur des blockchains comme Ethereum. Et c'est passionnant de voir que vraiment le public commence à le comprendre, que les créateurs aussi commencent à créer des usages très forts et que ça a l'air de prendre sens parce que tous les signaux vont dans ce sens-là et que les investissements maintenant poussent dans le sens de l'ESG compatible et on a une lettre de plus depuis qu'ils consomment un peu moins d'énergie. Donc pour moi, c'est vraiment ces sujets-là sur lesquels moi je suis assez attentif. J'adore aussi la finance décentralisée. On voit les banques dépenser des milliards dans ces domaines-là aussi parce que ça permettra de réduire de 30% leur desk de trading et ce genre de choses et de réduire les frais. Mais voilà, c'est des cas d'usage très amusants et qui prendront forme sur ces blockchains programmables. Et c'est quoi une bonne allocation, à ton avis, pour quelqu'un qui veut profiter de la crypto, mais qui n'est pas non plus un expert ni un maximaliste? Déjà, quelle place dans l'allocation globale et à l'intérieur de cette allocation crypto, qu'est-ce qu'on met dedans? Moi, je suis plus. Moi, j'ai toujours démarré d'abord par la crypto avant de me dire comment je peux me diversifier. Parce que je trouve que c'est aussi, déjà, c'est d'un point de vue perso comme ça que je me suis intéressé à l'investissement il y a quelques années. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense, de notre génération. Exactement. Et du coup, ça fait qu'après, tu te dis maintenant que j'ai gagné un peu d'argent parce que c'est un multiplicateur assez fort quand le marché part à la hausse, comment je répartis tout ça maintenant. Donc, moi, je suis plus directement sur mon allocation d'actifs numériques. Je ne pourrais pas en parler par rapport au reste des actifs. Et encore une fois, c'est mon truc à moi, ce n'est pas un conseil aux autres. Mais moi, j'ai réparti beaucoup entre Ethereum, Bitcoin, évidemment, qui sont les deux monnaies les plus capitalisées. Et après, ce que j'aime beaucoup, et si on doit répartir là-dessus, on peut dire effectivement, si on veut faire du 50, sur un gâteau de 100, les 50 premières parties, les 50 premiers pourcents, peut-être diviser moitié-moitié avec Bitcoin et Ethereum. Et sur les autres 50%, effectivement, aller sur des monnaies, sur des crypto-monnaies de projets qui sont prometteurs. Alors, pas sur les projets d'intelligence artificielle sur blockchain, surtout pas. mais il y a plein de trucs. Effectivement, on parlait de polygone-matique, on verra ce que la SEC nous dit, mais c'est une couche qui permet beaucoup plus de scalabilité sur Ethereum, là où, encore une fois, Ethereum, aujourd'hui, c'est une vingtaine de transactions par seconde, on va dire. Visa, c'est des dizaines de milliers. Donc, si on veut concurrencer ces systèmes de paiement, il va falloir un peu d'effort. Et justement, c'est le rôle de ces blockchains comme polygone-matique. Il y a des blockchains liés à des projets aussi, ou des tokens liés à des projets. On parlait du métavers tout à l'heure. On a un super métavers en partie français, The Sandbox, qui est très intéressant. Donc, après, c'est aussi la finance décentralisée qui m'intéresse beaucoup et comment on capture la valeur monétaire de ces projets. C'est-à-dire que Curve, par exemple, AAV, qui sont deux projets phares de la finance décentralisée, viennent capturer un peu comme une action, la valeur générée par le protocole. C'est des protocoles qui font des centaines, voire 1 milliard de volumes par jour. Donc c'est assez important quand même. Uniswap aussi fait plus des fois de volume que des plateformes comme Coinbase d'un point de vue hebdo ou journalier. Donc c'est très utilisé, la finance décentralisée. C'est un des domaines les plus actifs du narratif Web3 crypto en général. Moi j'aime beaucoup ces deux projets-là parce qu'on est indexé effectivement à la performance de ce protocole, ces protocoles qui sont très bons. Donc voilà, pour moi la finance décentralisée va faire partie du panorama global demain du Web3. Ethereum est aussi une couche de cette réussite-là, c'est-à-dire que tout se passe sur Ethereum, donc autant être indexé à la blockchain d'un point de vue infrastructure, à des sous-domaines du projet comme la finance décentralisée, comme les métavers si on pense que ça peut être le métavers. Et puis oui, je suis d'accord, Bitcoin, ça reste le roi. Donc oui, très probablement, on voit les ETF Bitcoin, c'est des ETF Bitcoin, c'est pas des ETF crypto avec un peu d'Ether, c'est des ETF Bitcoin. Donc c'était le premier, je pense qu'il restera tout le temps. Peut-être que ses cas d'usage sont plus réducteurs, mais il y a une phrase qui était amusante de Mark Zeller, qui est cofondateur de AAV, qui disait justement quelque chose d'assez amusant, je vais le paraphraser et je laisserai les haters le chahuter en commentaire, qui disait si vous êtes optimiste dans la vie,
achetez de l'Ethereum parce qu'on va construire plein de trucs. Et si vous êtes pessimiste et qu'il faut se cacher dans un bunker, achetez du Bitcoin parce que ça sera peut-être effectivement comme des boîtes de conserve, ce qu'on s'échangera quand ça sera difficile. Mais en tout cas, il en faut forcément parce que qu'on soit optimiste ou pessimiste, c'était le premier, ça sera probablement l'un des derniers à rester s'il y a une emmerde. Et l'année dernière, on a quand même beaucoup parlé d'un sujet que tu as évoqué, c'était le métaverse. Le métaverse, il a quand même pris une claque assez phénoménale. Du coup, c'était une hype, comme les NFT d'ailleurs, qui ont aussi ont une hype énorme pour finalement retomber. Là, je regardais les volumes, par exemple, de trading sur Sorare, qui ont été vraiment très très réduits par rapport au moment de folie. Ouais. Du coup, c'est quoi? On est dans le creux de la vague ou en fait, c'est des projets qui vont finalement aller vers zéro parce qu'il n'y a pas de traction commerciale? Les métavers, tu parles? Le métaverse et les NFT, vu Bah, que ça a été très successif, en fait, c'était assez intéressant de voir ça. Ouais, les NFT, ça reste un sous-jacent technologique. Hein. C'est effectivement, si on veut le résumer très rapidement, un certificat d'authenticité sur blockchain. Donc, en fait, la technologie restera, je pense, quel que soit le projet qui le porte, ça restera parce qu'il y a un vrai cas d'usage. C'est garantir la valeur. C'est quand on parle de Bitcoin, on dit souvent, avant Bitcoin, quand tu pouvais pas envoyer de l'argent sur Internet sans qu'il y ait PayPal qui vérifie que tu avais bien de l'argent et que le mec d'en face, il avait de quoi la réceptionner. Parce que sans tiers de confiance, avant Bitcoin, sur Internet, quand tu envoies un mail, tu n'envoies pas un mail, tu le dupliques. Il est dans ta boîte d'envoi et toi, il est dans ta boîte de réception. Donc, si c'était de la valeur, il serait divisé par 2. Avec Bitcoin, il y a une blockchain, il y a des gens qui sécurisent cette blockchain et on sait, sans tiers de confiance, centralisé, que si je t'envoie de l'argent, il est bien parti de chez moi et ainsi de suite. Donc, c'est l'Internet la monnaie d'Internet. Et ça devient, de par ça, l'Internet de la valeur. Donc, c'est très intéressant. Et ça marche pour la monnaie, mais ça ne marche pas pour, je sais pas, une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est le rôle des NFT, de pouvoir certifier que c'est bien cette œuvre-là que vous êtes en train d'acheter. Donc il y a un cas d'usage qui restera. La manière dont il a été incarné a dépassé l'entendement de cette sous-jacente technologie. On est bien d'accord. Aujourd'hui, tu parles de Sora, c'est quand même d'ailleurs, by the way, l'une des plus belles licornes en France, puisque c'est une start-up valorisée à plus de 4 milliards d'euros aujourd'hui en France, ce qui en fait l'une des plus belles licornes, étant donné que les licornes, c'est des start-up valorisées à plus d'1 milliard. Il y a la deuxième de notre écosystème étant Ledger, à plus d'1,5 milliard. Donc, c'est quand même des belles boîtes. Maintenant, c'est une question de hype et de marché, on est bien d'accord. Sur la partie NFT de Sorare, c'est effectivement des panini football où tu échangeais et tu faisais ta propre équipe. Tu fais d'ailleurs toujours ta propre équipe. Et si tu gagnes un peu d'Ether, tu gagnes d'autres cartes. C'est encore une fois le sous-jacent technologique. Pour moi, ça a cartonné, ça continuera de cartonner parce que ça touche quelque chose que les gens adorent, le football, un peu d'équivalent. C'est pas du pari, mais c'est quand même des challenges entre personnes. Et on a vu même que la réglementation s'est adaptée à Sorare, ce qui est très fort. C'est-à-dire qu'il y avait une interrogation sur comment qualifier les NFT. Bon, en fait, on a créé un autre nom au NFT, ça s'appelle autrement en France. Et voilà, Sorare, vous êtes dans le cadre et que ça va bien aller se passer pour vous. Donc, ça prouve aussi qu'il y a une compréhension de l'écosystème de la part du gouvernement qui est d'ailleurs beaucoup derrière ce Web3 parce qu'il peut permettre de réduire les écarts qu'on a subis avec le Web2 outre-Atlantique ces 20 dernières années. Pour les métavers, pareil, c'est un truc qui est monté très vite grâce aux médias, grâce au hype autour, sans que il n'y avait pas encore le casque Vision Pro d'Apple, tu vois. Il n'y avait pas encore tout l'écosystème pour que ça soit une dinguerie. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand Steve Jobs a effectivement annoncé l'iPhone en 2007 avec son one more thing et que tout le monde a vu que c'était une dinguerie, c'était un peu l'inverse, c'est qu'il n'y avait pas tous les cas d'usage, il n'y avait pas toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui et on n'allait pas se douter une seule seconde que ça allait totalement transformer la manière de réserver des hôtels avec Airbnb ou de réserver son taxi avec Uber ou ce genre de choses. Donc les usages, et c'est des idées qui sont assez logiques et qui sont assez partagées dans l'écosystème de l'innovation. Donc cette innovation de rupture, elle est évidemment connue. Et c'est allé trop vite. Donc c'est comme le marché en général, quand ça va trop vite, il faut retrouver la raison. Aujourd'hui, il y a moins de choses qui se passent sur les métavers, mais il y a des expériences folles qui peuvent avoir lieu dans le jeu vidéo, dans même les concerts. On a vu des concerts justement dans Fortnite, qui est une sorte de métavers, si on veut faire simple. Et le métavers, encore une fois, c'est la valeur créée, elle est partagée par tous les utilisateurs. Et c'est juste, si le sens de l'histoire, c'est d'aller dans un monde plus numérique, il faudra que j'ai mon identité numérique dans un monde un peu plus numérique et virtuel qu'aujourd'hui. Alors oui, c'est mieux quand on a un beau casque sur la tête et que ça s'appelle Apple Vision Pro et que tout le monde l'attend comme étant un truc de dingue. Et je pense que ça peut être un truc de dingue. Ça coûte $3 500. Ça coûte $3 500, mais avec le temps, ça sera réduit. Et je crois que c'est Romain Laneri qui disait effectivement le gap technologique entre l'iPhone et 2014 et 15, il sera pas grand. Pourtant, la somme, c'est genre 1500 balles potentiellement. Ouais. Et là, on parle d'un gap de fou furieux de 0 à 100 et on est à 3500 balles. Donc,
finalement, le gap argent, gap technologique, il n'est pas si absurde. Mais c'est vrai que ça coûte une blinde, ça, il n'y a pas de sujet. C'est un outil professionnel. Donc, si on l'achète, c'est pour travailler avec. Je pense que c'est la porte d'entrée à l'intelligence artificielle, mais puissance 1000, parce que tout le monde aussi s'est dit, mais pourquoi ils n'ont pas parlé d'intelligence artificielle? Parce que c'est ce que vous avez sur les yeux, en fait, qui sera la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée-là, ça sera aussi celle du métavers, parce que oui, on va peut-être dans un monde, encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Je ne sais pas si c'est le bon sens de l'histoire, mais si c'est le sens de l'histoire, je préfère que ce soit un métavers décentralisé, où chacun crée de la valeur qui est partagée avec tous, et que si c'est un beau casque qui nous permet d'être en immersion dedans, alors on retrouvera du sens. Là, c'est vrai que c'était un monde où il y avait sur l'ordi, quand tu étais sur Mac le plus puissant, ça faisait cracher ton Mac Sandbox, et tu acheté un bout de terrain, tu créais une activité où tu sais pas trop, un jeu en 2D où tu te tirais dessus, et oui, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais la hype a fait que toutes les marques se sont dit on veut acheter notre bout de terrain. Il y a eu des grosses marques de luxe, il y a eu des Carrefour, distributeurs, Carrefour, etc. Monoprix. On peut citer, on n'est pas à la télé, c'est ça? Non, on peut. Il y a des grosses marques de la distribution qui ont mis leur logo, et c'est tout. On a un bout du métavers. Et du coup, ça a décrédibilisé la chose. Mais les usages vont venir petit à petit. Et encore une fois, on est dans un monde maintenant où tout est un peu redescendu, les médias sont un peu moins attentifs, les gens vont passer à autre chose, les développeurs font des choses très belles, et quand l'attention reviendra, ça sera super, je pense. Et c'est quoi la bonne façon de justement s'exposer au marché? C'est de faire du DCA, de rentrer progressivement? C'est d'acheter les projets dans lesquels on croit et de les tenir très longtemps? Comment tu vois ça? Après, effectivement, moi je pense qu'il faut quand même beaucoup de croyances dans un monde où tout est en permanence en mouvement, mais je ne parle pas que pour les actifs numériques et le Web3. S'il n'y a pas de conviction aujourd'hui dans un monde où l'inflation, jamais de la vie on n'aurait pu l'imaginer comme ça, on sort du Covid, il y a une guerre en Ukraine. Alors, si tu n'as pas de conviction, tu paniques parce qu'il n'y a rien dans le rétro, c'est le fameux signe noir qui nous permet de savoir comment se comporter. Donc il y a forcément de la conviction à avoir. Et le 2CA, pour moi, oui, évidemment aussi, parce que tu es le premier à savoir, chez Finari, on n'est pas des investisseurs pour la plupart, on n'est pas des traders non plus, on est des investisseurs parce que ça amuse de diversifier sa vision des choses, mais on ne passe pas notre vie dessus. En tout cas, moi, je ne passe pas ma vie là-dessus. Donc, ça me rassure de savoir que... Tu passes ta vie dans le métaverse. Je passe ma vie dans le métaverse avec le casque de Facebook pour l'instant. Parce que voilà. Il est un peu moins bien. Il est un peu moins bien. Il y a 4 personnes dans le métaverse, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais on ne voit pas mes yeux à travers. Mais non, mais ce qui est important, effectivement, c'est de savoir que moi, tous les jours, le 12 du mois, tous les mois, il y a mon virement qui part et j'achète des actifs numériques en plus. Parce qu'en fait, je me dis, ma philosophie, c'est quoi? J'ai de la bande passante par jour de 100. Je préfère mettre 50 dans mon travail à fond sans stresser de quelle position je dois prendre à quel moment et laisser le hasard en fait, du temps jouer pour moi et mettre cette bande passante ailleurs. Donc, sinon, je serais trader et 100% de ma bande passante serait de regarder les courbes et d'essayer de les combattre. Mais du coup, oui, tous les mois, le 12 du mois, pour être très précis, parce que voilà, j'ai vu que pourquoi le 12 du mois. Je sais pas pourquoi. Tu as fait du backtesting pour ça, savoir qu'il y avait un creux de marché à ce moment-là. Ouais, à l'époque, je faisais un peu ça. Donc, il y a souvent des creux de marché autour du 12. Mais ça peut être le premier. Voilà, petit alpha, c'est de l'alpha gratuit, ça. Voilà, exactement. N'hésitez pas à m'envoyer des gains que vous allez avoir sur le 12. Mais voilà, en l'occurrence, oui, quelle que soit l'expérience. Et j'ai l'impression que c'est à peu près, encore une fois, la même chose parce que c'est vraiment de la charge mentale en moins. Et c'est pas la frustration de se dire, je suis pas rentré, Bitcoin est à 30 000, il a pris 15% cette semaine parce qu'il y a un ETF Bitcoin que personne n'attendait à ce moment-là de la part de BlackRock. J'ai le seum, non, effectivement, de manière passive, j'ai acheté tout le temps un peu. Et évidemment de la conviction parce que malgré le fait qu'on ne soit pas en train de mettre de la bande passante sur cet achat, quand ça baisse, il faut quand même être solide et se dire oui, j'ai acheté du Bitcoin parce que j'étais convaincu que c'est le meilleur moyen de paiement et le meilleur outil de paiement au monde et que effectivement, contre toutes les tempêtes étrangères, toutes les attaques réglementaires et toutes les tentatives de hack, parce que Bitcoin essaie de se faire hacker tous les jours et ils n'ont jamais réussi jusqu'à présent, eh bien, je suis confiant. Et combiner les deux, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Il y a eu plein de questions dans notre communauté pour toi. D'ailleurs, on va vous mettre le lien quelque part ici pour que vous ayez la voir. Une des questions que j'ai trouvé assez intéressante, c'était qu'aujourd'hui, tu mets ton argent dans une banque. La banque va te payer entre 3 et 5% sur tes dépôts. Aujourd'hui, tu mets ton Bitcoin, qui est censé être un équivalent, bon, peut-être pas ton Bitcoin, mais ton Ether sur AAV, tu vas peut-être prendre 2%, peut-être 4% si c'est du staking. Même les stablecoins sont rémunérés aux alentours de 2-3%. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ça pour les cryptos de voir qu'en fait aujourd'hui le fiat est mieux rémunéré pour un risque qui est quand même quasi nul?
C'est une bonne question. C'est vrai que les taux d'intérêt dont tu parles là dans la finance décentralisée étaient bien plus alléchants il y a quelques années. C'est clair. Il y a 1 an et demi, on pouvait obtenir du 20% sur du stablecoin sans trop se prendre la tête. Aujourd'hui, puisque l'activité économique du réseau est plus faible, oui, c'est moins intéressant et c'est plus dangereux de le mettre parce que ça, c'est attrait à des contrats intelligents qui peuvent se faire hacker, là où, a priori, c'est moins probable sur la finance traditionnelle. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce que c'est effectivement encore un peu sommaire la finance décentralisée. Il y a des cas d'usage qui se mettent en place. On parlait tout à l'heure des banques qui y vont. La Société Générale est en train de se mettre les deux Avec pieds Forge. dedans, exactement par la filiale d'innovation Forge, de mettre beaucoup d'énergie dans la finance décentralisée, la tokenisation d'actifs, c'est-à-dire prendre des actifs de la vie réelle, les mettre sur blockchain et du coup générer des cas d'usage nouveaux. Aujourd'hui, la finance décentralisée, si je veux être un peu méchante avec elle, et Dieu sait que je l'aime, se résume à emprunter des choses d'un côté et les dépenser de l'autre, ou emprunter et déposer des choses, et c'est du borrow lending, ça s'arrête à peu près là. Donc c'est des gens qui veulent battre le marché, qui vont par exemple déposer un bitcoin à 20 000 dollars pour emprunter 18 000 dollars, parce que c'est toujours surcollatéralisé sur la finance décentralisée, puisque du coup, tu n'as pas l'identité de la personne en face. Donc, le seul moyen, pour l'instant, sur les plus gros protocoles, de garantir la valeur, c'est que tu as une surcollatéralisation. Mais tu déposes, par exemple, un bitcoin à 20 000, du coup, tu empruntes 10 000 de stablecoin. Avec ces 18 000 de stablecoin, tu vas battre le marché en faisant quelque chose de mieux, soit en rachetant un bitcoin pour t'exposer sur une forme de levier, soit en mettant ces stablecoins justement dans le protocole parce que tu as repéré qu'il y avait un taux d'arbitrage plus intéressant. Ça se résume à ça. Donc, dans la finance traditionnelle, tu peux prêter de l'argent pour emprunter une baraque. Dieu sait que les taux sont élevés aujourd'hui, donc forcément, ça permet de donner plus à celui qui prend le risque. Il y a énormément d'inflation. On rabat du coup un peu les cartes de où va l'argent généré par les dépôts qui servent à faire plein de trucs. On sait que le livret A, c'est un peu faible à chaque fois, mais l'argent géré par la Caisse des dépôts dans ce job-là sert aussi à financer des logements sociaux, ce genre de choses. Donc, on se dit souvent on n'a que les miettes parce qu'effectivement, le gâteau est réparti différemment. Donc, inflation, il y a la pression de plein de gens, donc on redonne un peu plus à ceux qui déposent. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est plafonné le livret A, là où la finance décentralisée, c'est pas plafonné. Donc, moi, j'attends beaucoup de la suite des événements sur la finance décentralisée, et ça rebondit un peu ce que je te disais avec les paris d'allocation de portefeuille, que les usages sur Ethereum arrivent, la tokenisation immobilière est en train de bouleverser beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, d'une certaine manière, ça a été fait un peu avec Realty, mais c'était 1/10 de ce qui est en train d'arriver. Boîte française d'ailleurs. Realty, effectivement, boîte franco-québécoise, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. qui est effectivement franco-canadienne à minima, qui en gros permet à des gens de s'exposer sur l'immobilier aux États-Unis en achetant des tokens d'une maison qui, du coup, représente un loyer que tu touches au prorata. C'est-à-dire une maison à 200 000 balles, il la tokenise, ça fait X tokens de 50 balles. Sur Gnosis, je crois, maintenant. C'est sur Gnosis, exactement. Tu t'achètes ce token à 50 balles et du coup, tu as un retour annuel de 5-8% au prorata de ton 50 balles. Donc, c'est une partie de la forme de tokenisation. Mais il y a plein d'autres formes de tokenisation beaucoup plus puissantes qui permettent justement d'apporter des cas d'usage sur les blockchains. Les tokenisations aussi d'actifs financiers pour être beaucoup plus transparent. Encore une fois, la blockchain, Bitcoin, Ethereum, c'est totalement transparent. Il n'y a pas de problème de confiance puisque tout est visible. Tout est public. Il faut savoir comment ça se lit. Et il y a même une boîte française qui s'appelle Kaiko qui justement permet de traduire un peu tout ça. Mais sinon, oui, tout est public. Il n'y a pas besoin de rajouter de la confiance quand le truc est transparent et qu'aller regarder dans mes comptes, il n'y a pas de sujet. Donc, le Forge est en train de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et donc, quand ça va apporter plus de cas d'usage, ça va apporter plus de rendement potentiel. Aujourd'hui, on est encore dans un écosystème qui est assez jeune. La finance décentralisée, ça date de l'été 2020. Tu vois, on est en 2023. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais c'est en train gentiment de prendre sa forme. Et en même temps, laissons aussi la réglementation arriver pour que les grosses banques sortent des bois ou les gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock, pour ne pas les citer, et effectivement apportent encore plus de crédibilité. Aujourd'hui, les banques le font un peu en style phase. Elles font beaucoup de choses, mais il faut les connaître pour savoir ce qu'elles font parce qu'elles ne l'affichent pas encore publiquement. Mais voilà, Société Générale Forge, c'est un peu public. Jean-Marc Stenger, je connais bien, est aussi assez actif sur ces sujets sur Twitter et ne s'en cache pas. Ils ont même fait un partenariat il y a quelques temps avec MakerDAO pour justement tokeniser des actifs financiers et des actifs immobiliers et emprunter du DAI sur la finance décentralisée avec MakerDAO et injecter cet argent ailleurs. Donc, tu vois, c'est pas invisible ce qu'ils font. Et là, ça créera beaucoup plus de volume, ça créera beaucoup plus d'argent et donc les taux d'intérêt seront beaucoup plus réels et beaucoup plus intéressants qu'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas imprimer de l'argent pour faire des taux d'intérêt plus élevés. Mais effectivement, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas intéressant d'aller dans la DeFi tant que la réglementation n'a pas sécurisé un peu plus les choses et que les cas d'usage ne sont pas plus nombreux pour faire des taux d'intérêt plus alléchants. Ouais. Une autre question que j'ai trouvée intéressante qui est liée aux gestionnaires d'actifs, c'est quand ces gens-là vont rentrer dans le marché avec leur puissance, parce que BlackRock que tu as cité, ils ont 9 trilliards d'actifs sous gestion.
Donc c'est quand même pas anodin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les altcoins de disparaître parce qu'en fait ces gens-là ne vont pas s'intéresser à la long tail des petits trucs, ils vont que aller sur les gros projets, Bitcoin, Ethereum, peut-être quelques autres. Ouais, il y a un risque. Moi, j'ai vu beaucoup sur Twitter des gens qui ont peur que ça pervertisse le système. Tu vois, c'est de dire effectivement, même Bitcoin. Comme sur les marchés actions d'ailleurs, parce que les marchés actions, on regarde Oui. souvent le S&P 500. Le S&P 500, c'est 7 valeurs qui font la performance. Comme le CAC 40, c'est LVMH et quelques autres boîtes. Tu vois. Oui, mais parce qu'encore une fois, on parle d'une philosophie Bitcoin qui est anti-système, des gens qui. Mais moi, j'ai envie de répondre, vous êtes en train de créer le meilleur système du monde et vous attendez que personne n'y vienne. Il faut jouer avec les règles du jeu. Et ça a tellement été bien pensé que, bonne nouvelle, Bitcoin n'est pas un token de gouvernance. Vous pouvez détenir les 20 millions sur les 21 millions. Ça ne changera rien sur la gouvernance du projet. Alors, sur le cours, oui, si vous les sortez tous en même temps, ça va bouger un peu. Mais sur la gouvernance, non. Là où c'est différent sur d'autres projets qu'on a cités. AAV, c'est un token de gouvernance. Plus on en a, sur Curve, c'est pareil. C'est passé des trucs incroyables en plus sur AAV. Il y a plein de trucs qui se passent. Des coups d'État. Il y a des tentatives de coups d'État qui ne passent pas. C'est napoléonien, en fait. C'est les guerres napoléoniennes. Ouais, mais comme c'est encore assez bien réparti dans les gens, tu vois, ça passe pas. Hein, mais après, c'est comme tout. S'il y a une trop grande concentration, ça marche dans les actions, ça marche aussi dans le vote. Les mecs, il y a très peu de gens qui se déplacent voter. Au final, ils parlent pour la majorité. Donc, et encore une fois, AAV a résisté à cette tentative de coup d'État. Et on va pas rentrer dans les détails de ce que tu dis parce que c'est un peu complexe, mais c'est pas passé alors que ça a été voté plusieurs fois. Et la majorité n'a pas laissé passer cette tentative de geler un portefeuille d'une personne particulière parce qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Donc, c'était ça l'histoire. Mais c'est pas passé, tu vois. Mais voilà, donc au bout d'un moment, on est censé créer le meilleur système du monde et on veut que les gens qui ont plus d'argent ne viennent pas. Non. Donc, oui, ça risque de dégager des projets qui n'ont pas de sens. Mais toi, c'est darwinisme, voilà, c'est ça. Voilà. Et ceux qui ont du sens risquent d'être un peu plus pervertis parce qu'ils ne seront pas détenus par la masse ou les gens qui l'ont détenu à une époque de la vie de ce produit-là. Mais je veux dire, c'est comme si Steve Jobs il voulait qu'une seule partie de la population qui détienne des iPhones alors que c'était révolutionnaire à ses yeux. Et que voilà, aujourd'hui, on est sur écoute tous parce que effectivement, c'est un truc qu'on a tous dans la poche avec des caméras. C'est peut-être la contrepartie. Mais encore une fois, pour moi, oui, Bitcoin, c'est pas un token de gouvernance. Il y a un risque que ça soit un peu plus drivé. Mais si on crée le meilleur produit du monde, c'est pour que le plus de gens viennent. Et ces gens-là, qui sont en plus là pour faire du profit, font partie. Alors, après, oui, je suis d'accord. Ça va sans doute servir sur le court, moyen, long terme, mais pas du très très long terme, le cours du Bitcoin à la hausse. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça va faire peur et ça va stabiliser et peut-être même faire des périodes où c'est vraiment des gros market makers qui ont la main et puis voilà. Ouais. Mais en théorie, si du coup ça attire l'attention aussi du public, eh bien ça permettra d'avoir une capitalisation tellement énorme que ça sera absorbé et ça sera des 3-4% à coût de trillions, là où quelques millions aujourd'hui suffisent à faire dizaines, centaines de millions, pour être un peu plus précis, permettre de faire bouger ce cours-là. Mais c'est une question de capitalisation. Moi, ce que je ne pense pas, par contre, ce que je n'espère pas, mais il y a un risque, c'est que effectivement, ça soit demain, on dise tu veux avoir du Bitcoin. Bon, mais pourquoi tu veux acheter du Bitcoin directement tu veux cacher quelque chose, Mounir? Achète l'ETF, c'est la même chose. Tu as quelque chose à nous cacher? Achète l'ETF si tu as juste besoin d'être indexé au prix et que tu crois à ça. C'est ça sur lequel il faut être attentif. C'est pareil, le même narratif que les monnaies numériques de banque centrale, avec les États qui sortent leur e-euro, le e-yuan et ce genre de choses pour avoir un peu plus de contrôle sur la masse monétaire et in fine sur la population. Il faut être attentif à ces dérives. L'euro numérique, c'est 2027. J'ose espérer qu'il y aura une consultation publique d'ici là. Ça serait bien. On a beaucoup parlé des gros projets. Pour terminer, je voudrais que tu me partages, si tu en as un, peut-être ton projet coup de cœur, quelque chose qui est peut-être émergent, qui te plaît et voilà, un projet qui t'intéresse, que tu trouves vraiment intéressant et qui, à ton avis, peut avoir un vrai impact et faire émerger la blockchain. Faire émerger la blockchain, franchement, encore une fois, je te dis, pour moi, ça viendra de la part des cas d'usage. Moi, j'ai été beaucoup bluffé dans mes première année d'immersion dans les actifs crypto, le Web3 en général, parce que tu vois, tous les cas d'usage qui peuvent s'incarner sur des protocoles comme Bitcoin, Ethereum et tous les autres. Maintenant, j'ai l'impression, soit je suis devenu un peu con et blasé, tu vois, mais j'ai l'impression d'être un peu moins hypé par des projets qui sortent par-ci par-là. Par contre, il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup sur le Web3 en général et la décentralisation des réseaux, c'est la décentralisation des réseaux sociaux. Tu vois. Et c'est vraiment un truc qui me hype. Il y en a un qui s'appelle Lens Protocol qui me parlait bien à une époque.
Ils sont en train de faire des choses sur lesquelles je comprends moins les choix, mais sur l'origine, c'est très bien. Tu vois, en gros, c'est de se dire que tes followers, ils sont plus liés au réseau social en question ou aux réseaux sociaux en général. Parce que si toi, tu perds ton compte Mounir de Finari demain sur Twitter, tu perds tous tes followers. Eh bien là, Ce qui est arrivé à beaucoup de monde en C'est plus. arrivé à Anne-Sophie Lapix. Voilà, hier, je crois, sur Twitter. Ah oui, elle a fait une interview avec Elon Musk qui s'est mal passée. Elle s'est fait suspendre son C'est compte. quand même assez marrant. Ouais, c'était Enfin, assez. c'est marrant, c'est triste pour elle, mais ouais, c'est quand même assez marrant. C'est retour de bâton d'un mec qu'on connaît un peu, tu vois. Exactement. Après, C'est Elon Musk dans le texte. Peut-être, on verra, il y a peut-être une dinguerie qu'elle a faite et qu'on ne savait pas. Mais en tout cas, toi, les followers sont vraiment à la merci du réseau social. Et nous, sur Cryptost, on a 230 000 abonnés sur Twitter. On n'a jamais gagné un seul euro parce que la création de valeur, elle est capturée ailleurs. Et sur les réseaux décentralisés, tu as ton NFT, en fait, il détient tous tes followers. Et si tu as une itération qui ne te plaît pas, eh bien, tu peux partir sur un autre réseau social avec ton NFT, tu vas garder tes followers et toute ton activité et tu vas changer de conditions d'utilisation sur une autre plateforme. Et c'est très fort. Et toute la valeur que tu vas capturer sur les réseaux sociaux vont être sur cette itération qui est du coup le Lens Protocol. Et tu as 20 réseaux sociaux différents à partir de ce NFT-là, avec des conditions d'utilisation différentes, mais pour le coup, à chaque fois le nombre de followers que tu as, que tu suis et qui t'ont suivi. Et si tu as justement réussi à monétiser ton contenu avec, je sais pas, des posts un peu exclusifs sous forme de NFT qui permettent d'accéder à des choses privées ou même juste de soutenir les gens en appuyant sur un petit bouton et faire du micro-paiement, eh bien, encore une fois, 99,9% de la valeur créée, elle te revient à toi. Tu sais, on dit souvent sur Twitch, on paye 5 balles, le créateur de contenu, il n'a que 2 euros. Et entre les deux, il y a Twitch, parce qu'il y a des gros serveurs à avoir, parce que c'est aussi des modèles économiques. Là, il y a beaucoup moins de serveurs à avoir, parce que c'est la blockchain derrière. Le modèle économique, il est inversé, parce que toi, c'est plus, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est vraiment genre le Web3, c'est tout le monde dispose de ses données et a sa chance sur la création de valeur. Donc, pour ces deux raisons, pour la création de valeur et pour la détention des données personnelles, les réseaux sociaux décentralisés, pour moi, c'est très intéressant et ça peut être une des vannes d'arrivée du public de demain parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux que la finance décentralisée parce que personne ne comprend rien à la finance. Très clair. Merci Valentin. Avec plaisir, merci Mounir. À très vite. Salut.